Très bien. Écoutez, nous allons commencer nos travaux. Je voudrais d'abord vous remercier de votre présence et vous souhaiter la bienvenue ici dans cette effectivement très belle salle du Sénat qui a été rénovée il y a maintenant quelques mois et où nous avons beaucoup de plaisir à nous réunir. Donc nous reprenons cet après-midi les auditions de notre mission d'information consacrée aux risques climatiques. Je rappelle que cette mission d'information a été créée à la demande du groupe socialiste et républicain du Sénat et que notre collègue Nicole Bonnefoy en est la rapporteure. L'objectif principal de cette mission est d'identifier et d'analyser les difficultés liées à l'indemnisation des sinistres résultant des aléas naturels de forte intensité et de proposer des solutions pour y remédier en tenant compte des effets du changement climatique. Nos réflexions intègrent également des mesures de nature préventive qui permettent de limiter les conséquences des aléas naturels et donc de maîtriser les besoins d'indemnisation. Nous recevons aujourd'hui M. Stéphane Penet et un certain nombre de ses collaborateurs, directeur des assurances de dommages et de responsabilité à la Fédération française de l'assurance, que je remercie d'avoir accepté d'être entendu par notre mission d'information. Dès lors que les assurances jouent un rôle important dans la mise en œuvre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, il nous a paru évidemment important d'entendre rapidement votre fédération, qui regroupe les principaux acteurs du secteur de l'assurance. Vous pourrez notamment nous présenter votre point de vue sur le fonctionnement actuel du régime et de son avenir en lien avec le changement climatique. Nous avons également des interrogations sur les conditions d'indemnisation de certains risques et sinistrés situés actuellement hors du régime CatNat. Sans plus attendre, je vais vous laisser la parole en souhaitant peut-être que vous ayez une intervention liminaire pas trop longue puisqu'on doit tenir dans 45 minutes. Je rappelle un peu les règles, c'est malheureusement mon rôle. Pour laisser la parole aussi à celles et ceux de mes collègues qui souhaiteraient la prendre autour de questions qu'ils seront amenés à vous poser. Donc je vous laisse le soin de faire cette présentation. Ensuite, je passerai la parole à Nicole Bonnefoy, qui est donc la rapporteure, et à chacune et chacun de nos collègues qui souhaiteront vous poser des questions. C'est à vous, Monsieur Penet. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs. Merci pour cette invitation. Donc je vais essayer en 10 ou 15 minutes, si vous le voulez bien, de faire une première présentation sur la vision qu'ont aujourd'hui les assureurs sur la question de l'indemnisation des dommages causés par les aléas naturels d'une manière générale. Je dis bien les dommages causés par les aléas naturels, car une partie de ce sujet est traitée par le régime catastrophe naturelle, mais une autre partie ne l'est pas. Or, nous avons et nous souhaitons avoir une vision globale du problème. Si la loi a décidé que le régime CatNat englobait un certain nombre d'éléments, c'est bien le climat d'une manière générale qui peut poser problème dans le monde et en France en particulier. Et c'est sur cet aspect plus global que nous analysons le problème. Alors, si je dis ça, c'est parce que, et là-dessus je réponds à une question qui avait été posée, sur le périmètre du régime catastrophe naturelle. Alors, je ne sais pas si je dois davantage détailler, puisque je crois que vous avez entendu la CCR avant nous. Or, la CCR est évidemment le spécialiste de la chose. Mais il faut savoir que le régime des catastrophes naturelles est un régime d'assurance très particulier en France, très particulier. Il y a peu de pays qui ont un système tel que celui dont nous bénéficions dans notre pays. Peut-être l'Espagne se rapproche un peu de ce que nous faisons aujourd'hui en France, parce que c'est un dispositif qui est donc un partenariat entre le public et le privé, dans lequel les assureurs jouent leur rôle d'assureurs, si je puis dire, comme ils ont l'habitude de le faire, sauf que le régime de catastrophe naturelle étant totalement encadré, leur action se situe strictement dans le cadre de la loi. Je m'explique. Le texte qui figure dans les contrats d'assurance couvrant les personnes contre les catastrophes naturelles est un texte imposé par la loi. Il est le même, quel que soit l'assureur. Le prix de cette assurance est fixé par la loi. Les modalités d'indemnisation sont fixées par la loi. Donc tout ça est parfaitement encadré. Donc les assureurs ne sont que le bras armé, si je puis dire, d'un régime qui a été voulu par le législateur. L'autre particularité qu'a ce régime, c'est qu'il bénéficie in fine d'une garantie de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assurance a besoin de frontières pour pouvoir assurer quelque chose.
l'illimité est pour l'assurance impossible. Pourquoi? Parce que, on va toucher du bois, mais si une même année se provoquait un énorme tremblement de terre dans la région de Nice et une inondation centennale sur la Seine, il est clair que ça mettrait par terre toutes les compagnies d'assurance de France. Et c'est pourquoi, in fine, l'État a dit, si jamais une année est particulièrement mauvaise, alors nous interviendrons. Voilà, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est bien ce que veut dire cet accord public-privé entre les assureurs et l'État via cet instrument qui s'appelle CCR, qui est donc le réassureur, entre guillemets, public du régime. Donc ça, c'est le régime CatNat. Le régime CatNat, il couvre les dommages aux biens de toute entreprise ou de tout particulier, et dans les entreprises, on y ajoute les collectivités locales, bref, tout ce qui aujourd'hui est assuré. C'est une assurance non pas obligatoire, mais c'est une extension obligatoire au contrat d'assurance. Ce qui est une nuance très française, si je puis dire, mais qui en gros veut dire, dès lors que j'assure une maison, obligatoirement je suis obligé de la couvrir contre les catastrophes naturelles. Mais si le propriétaire de la maison n'est pas assuré, n'a pas de contrat d'assurance, alors il n'est pas couvert contre les catastrophes naturelles. Néanmoins, nous estimons que sur le territoire métropolitain, et j'insiste là-dessus parce que je reviendrai sur la problématique outre-mer, 99% des Français et 99% des entreprises sont couvertes contre les catastrophes naturelles. Mais nous pouvons avoir 1% de gens qui ont décidé de ne pas s'assurer, mais de ne pas s'assurer seulement contre les catastrophes naturelles, mais aussi de ne pas s'assurer contre l'incendie, de ne pas s'assurer contre l'ARZ. Je rappelle que l'assurance de sa maison n'est pas obligatoire dès lors qu'on est propriétaire de cette maison. C'est un choix de s'assurer ou de ne pas s'assurer. Mais je répète, 99% des Français le sont. Ça, c'est la première limite du régime CatNat. Ceux qui ne veulent pas s'assurer du tout ne sont pas couverts contre les catastrophes naturelles. La deuxième limite, c'est que les catastrophes naturelles ne couvrent pas, par exemple, les récoltes non engrangées des agriculteurs. Je reviendrai, parce que nous estimons que c'est un point faible de la protection de la France contre les aléas climatiques. Troisième point qui est important, le régime catastrophe naturelle exclut de son périmètre les dommages causés par le vent. Donc les tempêtes Klaus, Quintin, Lothar, Martin qu'ont subi la France ces dernières décennies n'étaient pas couvertes par le régime d'assurance catastrophe naturelle. Elles sont couvertes par une autre garantie qui s'appelle la garantie de tempête, qui est aussi obligatoire, mais qui ne bénéficie pas de cette réassurance de l'État, qui est donc un marché totalement, entre guillemets, libre, si on peut dire, ou en tout cas, qui est entièrement entre les mains des assureurs et des réassureurs privés. Le seul cas où le vent est dans le régime catastrophe naturelle, c'est pour l'outre-mer. C'est-à-dire que les vents cycloniques sont couverts par les CatNat. C'est ainsi que le dit la loi. Or, des vents cycloniques, par définition, sont impossibles sur la métropole, puisque par définition, un cyclone est un phénomène équatorial ou tropical. Et par contre, nos compatriotes d'outre-mer, que ce soit à La Réunion, en Polynésie, ou dans les Antilles, ou en Calédonie, sont couverts via le régime CatNat contre les ouragans. Voilà. Donc voilà les limites, si je puis dire, du régime. 1, ne sont couverts que les gens qui ont une assurance. 2, on exclut le vent. 3, la question agricole est aujourd'hui exclue du régime CatNat, puisqu'il relève d'un autre régime qui est celui des calamités agricoles. Donc si je fais le bilan d'un point de vue des aléas naturels, je dirais qu'aujourd'hui les 3 points faibles de ce dispositif global, CatNat, tempête, calamités agricoles, outre-mer, sont à nos yeux à 3 niveaux. Premier, l'agricole, je l'ai dit. 30% des exploitations agricoles cultivées en France sont assurées contre le risque climatique. Donc 70% ne le sont pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un dispositif qui continue à perdurer, qui est celui de l'ex-fonds calamité agricole, qui aujourd'hui s'appelle le Fonds national de gestion du risque agricole, le FNGRA, qui intervient dès lors qu'un agriculteur n'est pas assuré. Mais je rappelle que ce fonds s'est interdit aujourd'hui d'intervenir sur les grandes cultures et sur la viticulture. C'est-à-dire que l'État a considéré que sur les grandes cultures et les viticultures, il y avait une assurance qui était aujourd'hui disponible, et par conséquent, le fonds s'est interdit d'intervenir sur ce type de culture. Il intervient par contre sur les prairies,
sur les arboriculteurs, sur les cultures maraîchères, les cultures sous serre, etc., où ils estiment que l'offre d'assurance n'est pas suffisante. Nous sommes aujourd'hui très, très impliqués avec le ministère de l'Agriculture pour voir comment développer davantage l'assurance multirisque climat. Inutile de vous dire qu'il y a là un problème économique, puisque le business model, si je puis dire, des agriculteurs en France ne leur permet pas de se payer une assurance. Il y a donc des subventions qui sont aujourd'hui accordées par les pouvoirs publics pour pouvoir souscrire une prime. C'est 115 millions par an que verse l'État français, prélevés sur le pilier 2 de la politique agricole commune. Mais il est évident que si on voulait couvrir l'ensemble de la ferme France, ce n'est pas 100 ou 115 millions, c'est 500 millions qu'il faudrait d'aide aux agriculteurs pour pouvoir subvenir et pouvoir se payer une prime d'assurance. L'enjeu est là. Quel effort doivent faire les assureurs? Quel effort doivent faire les pouvoirs publics? C'est dans cette discussion que nous sommes aujourd'hui. Le deuxième point faible de notre dispositif, c'est l'outre-mer. L'année 2017 a été une année terrible pour l'outre-mer, avec une triade d'ouragans comme on n'en avait jamais vu, Irma, Harvey, Maria. Nos compatriotes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont vécu un véritable désastre en matière d'explosion, de destruction de leurs biens. Toute la question pour nous est de savoir dans quelles conditions on peut assurer de manière pérenne l'outre-mer. La question se pose aujourd'hui. Notre souhait est que de grands assureurs continuent de travailler sur les territoires d'outre-mer. Mais nous savons qu'ils sont de moins en moins nombreux, et nous savons que des événements tels que ceux que nous avons vécus en 2017 n'ont pas une tendance à vouloir les faire rester. Donc toute la question est de savoir sous quelles conditions il serait possible de maintenir une assurance pérenne sur les territoires d'outre-mer, sachant qu'en outre-mer, contrairement à la métropole, une personne sur deux n'est pas assurée, parce que les gens n'assurent pas leur maison, tout simplement. Bon, alors, il y a aussi un problème de logement en outre-mer. On a beaucoup de logements informels, on a beaucoup de logements qui sont plutôt provisoires ou insalubres, donc difficiles à assurer. Mais il y a un vrai problème dès lors qu'un ouragan tel que celui qu'on a vécu en 2017 se présente. Et encore, il est arrivé à Saint-Martin. On peut s'imaginer ce qui serait arrivé si Irma était passé à quelques kilomètres plus à l'ouest du côté de la Guadeloupe ou de la Martinique. Je vous rappelle, Saint-Martin-Saint-Barthélemy, c'est 1,8 milliard de dégâts causés, assurés. Donc on est sur quelque chose qui est un événement qui est quand même tout à fait important. Donc ça, c'est une question sur laquelle nous travaillons également, avec CCR d'ailleurs. Le nœud du problème là-dedans, à notre avis, c'est les politiques de prévention, même si elles sont assez actives, et surtout les normes de construction. On a une vraie question autour des normes de construction en outre-mer. Les normes de construction spécifiques à l'aléa que représentent le sismique, le vent et la submersion marine, parce qu'il faut voir qu'il y a le cumul des trois dans ces territoires, n'a jamais été véritablement mis sur la table. Donc c'est là-dessus que nous allons faire prochainement, nous, vu du côté de l'assurance, des propositions sur ce que nous considérons comme étant des conditions d'assurabilité en outre-mer. Pour ce qui est du régime CatNat, et j'en viens au régime CatNat, les assureurs considèrent que ce régime est un bon régime, globalement. Il a su, depuis 1982, protéger correctement le patrimoine économique et le patrimoine individuel des Français. Nous pensons néanmoins que, compte tenu de la nouvelle donne climatique, et nous avons fait à ce titre une étude en 2015 sur l'impact que pouvait avoir le changement climatique sur l'assurance à l'horizon 2040, compte tenu aussi des retours d'expérience que nous avons pu avoir lors des inondations des Alpes-Maritimes, lors des grandes inondations de juin 2016, lors de la catastrophe d'Irma, lors des inondations de l'Aude que nous avons vécues tout récemment, nous pensons que ce régime a besoin d'être toiletté. Je dis bien toiletté. Le principe général qui existe aujourd'hui, qui est celui d'un régime solidaire, d'un régime universel, couvrant tout le pays, nous paraît être une bonne solution, car elle permet à tout le monde d'être couvert, contrairement à d'autres pays voisins. Je rappelle qu'en Allemagne, lors des inondations qui a eu lieu il y a 3-4 ans, vous aviez à peu près un Allemand sur deux qui n'était pas assuré, et vous aviez donc des gens qui avaient tout perdu et qui n'avaient plus rien. Donc c'est l'État qui est intervenu, mais on sait que l'État, quand il intervient dans ces circonstances, sous pression et sous l'urgence, il fait en général mal son travail parce que voilà, on agit dans la précipitation et on n'est pas dans un cadre contractuel. Donc nous pensons que c'est un bon régime. Nous pensons néanmoins qu'il a
quelques éléments qui pourraient être changés, qui doivent être actualisés. Voilà. Par exemple, nous pensons que les frais de relogement des personnes dont la résidence principale a été rendue inhabitable doit être couverte par le régime. Il nous semble que ça fait partie d'un élément qu'un sinistré est aujourd'hui attend naturellement de son assureur. Aujourd'hui, il n'est pas couvert par le régime, donc les assureurs le font ou pas contractuellement, mais s'il était couvert par le régime, ça serait universellement le cas pour tout le monde. En tout cas, un logement provisoire d'au moins 2 ou 3 mois, le temps que les gens puissent se retourner. Nous pensons que la question de la sécheresse, qui est un sujet que nous voyons avec beaucoup d'inquiétude, pour nous, la sécheresse, et d'ailleurs cette étude que nous avons menée avec Jean Jouzel le confirme, est le péril le plus dynamique dans notre pays. C'est le péril sur lequel à la fois les agriculteurs, mais aussi les particuliers, à travers ce phénomène de résilience des maisons individuelles qui crée énormément de problèmes sur une partie de notre territoire, doit être traité différemment. Nous avons été très heureux de voir que le projet de loi Elan avait prévu, par exemple, que des études de sous-sol soient désormais obligatoires lorsque l'on construit une maison sur une zone argileuse. Parce que ça a non seulement une vertu pédagogique et positive vis-à-vis de la personne, mais aussi vis-à-vis du constructeur, qui du coup adaptera les fondations à la nature du sous-sol. Il y a des solutions aujourd'hui pour lutter contre ce fléau. Le problème, c'est qu'elles ne figurent dans aucun DTU ni dans aucune réglementation. Donc là, nous pensons que ça va avoir un effet tout à fait vertueux. La question des franchises, je termine par ça, puisque c'est un point que vous avez soulevé, est un sujet sur lequel nous sommes encore en discussion. Il nous semble que la franchise légale qui existe aujourd'hui, qui je vous rappelle est de 380 € pour un particulier et de 10% du montant pour une entreprise, a quand même une vertu, qui est celle de responsabiliser les personnes. Je sais que c'est difficile à dire, et je suis le premier à le savoir, puisque j'ai été dans l'Aude et que j'ai dû le dire à des maires et que j'ai dû le dire à des sinistrés, au moment où arrive le sinistre. C'est vrai. Mais il nous semble que supprimer la franchise viendrait à, non pas déresponsabiliser, mais en tout cas à créer une impression que, de toute façon, l'assurance paiera tout. Et c'est pour ça que nous maintenons l'idée qu'il faut maintenir une franchise dans le régime d'assurance catastrophe naturelle, parce qu'il permet une certaine responsabilité des gens. C'est d'ailleurs, si vous relisez les textes des débats parlementaires qu'il y a eu au moment de la création de ce régime et au moment des discussions sur le franchise, c'était bien cet aspect-là qui avait été mis en avant par le législateur. Alors maintenant, est-ce que le système est suffisamment lisible ou pas? Il y a peut-être des choses à ajuster, mais le principe de la franchise nous semble être un principe plutôt bon. Il y a juste un point, je terminerai par ça, sur lequel nous voulons améliorer les choses, c'est pour les commerçants et les artisans. Et ça, c'est une expérience que nous avons tirée des grandes inondations de juin 2016. Vous aviez certaines boulangeries, certains commerces, notamment dans les villes de Nemours, oui, je pense à Nemours parce que c'était là qu'on avait eu le problème, qui ont eu leurs magasins totalement inondés. Donc il y en avait pour 200, 250 000 ou 300 000 € de réparation payés par l'assureur, avec une franchise de 10%. Et donc ils devaient laisser 30 000 € dans l'affaire. 30 000 € pour une grande entreprise, c'est pas grand-chose. Pour un commerçant, c'est beaucoup. Et nous avons vu des commerçants qui, bien qu'ils aient été bien assurés, n'ont pas pu redémarrer parce que ces 30 000 €, on les ont mis sur le carreau. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut, pour les petits commerces, plafonner ce 10%. C'est-à-dire de dire ça ne peut pas dépasser 10 000 € parce que c'est vrai que pour un commerçant, 10 000 € c'est déjà beaucoup. Et en tout cas, dans bien des cas, nous avons fait une proposition aussi dans ce sens. Vous voyez, ce sont des petits ajustements que nous demandons et qui sont tirés des retours d'expérience que nous avons pu avoir et des problématiques que nous avons rencontrées. Mais globalement, je le répète, ce n'est pas une réforme que nous demandons. C'est une actualisation du régime parce que globalement, il nous semble être un bon régime et protecteur, équilibré économiquement. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Nicole Bonnefoy, rapporteur, et ensuite après, eh bien, celles et ceux qui souhaitent s'inscrire s'inscrivent. Oui, je vois. Alors, sachant, encore une fois, essayez d'être très concis. Merci.
Merci beaucoup. Ce que vous avez dit est extrêmement intéressant et suscite ou va susciter nombre de questions, j'en suis certaine. C'est pour ça que je vais être brève. Je suis d'accord avec vous que le régime CatNat est un régime qui fonctionne plutôt bien, dès lors que, bien évidemment, il y a une reconnaissance en CatNat, et un régime solidaire universel, vous l'avez dit, qui permet de couvrir 98%, je crois, des personnes qui sont couverts par ce type d'assurance. Donc, solidaire, oui, peut-être justement, il y a non pas à refaire un système, mais à améliorer, vous l'avez dit, et de manière à ce que ce système soit justement plus solidaire encore qu'il ne l'est déjà. Vous avez évoqué la problématique agricole, qui était un maillon faible. Est-ce qu'il pourrait être envisagé justement d'englober un système de catastrophe naturelle qui prendrait en compte également la problématique agricole de manière à plus de solidarité, plus de un seul système plutôt que plusieurs, parce que c'est aussi le problème de lisibilité. Vous avez dit tout à l'heure que le vent était exclu, par exemple, avec un autre système qui est celui de couverture, la tempête. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un seul système qui regroupe ainsi plusieurs systèmes actuels, donc plus solidaires, plus lisibles, plus transparents également? Voilà, c'est la réflexion que je me faisais au fur et à mesure que vous présentiez enfin, que vous faisiez des remarques de votre présentation. Et je pensais à autre chose. Je me disais que, au regard du réchauffement climatique, et donc le système de catastrophe naturelle est un dispositif qui date de 82. En 82, les catastrophes naturelles étaient, je veux dire, différentes du point de vue des catastrophes naturelles aujourd'hui, qui sont évidemment plus, qui se répètent. Et donc peut-être qu'il y a à redéfinir ce qu'est aujourd'hui une catastrophe naturelle et considérer que ce qu'il était en 82 est devenu malheureusement naturel, et donc à redéfinir dans l'assurance qui fait partie du socle commun et de ce qui fait partie, en l'élargissant si j'ose dire, et ce qui fait partie de l'exceptionnel, au-delà du naturel aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas à redéfinir cela en tant que catastrophe naturelle? Merci. Monsieur Penet, je vais vous laisser répondre à notre rapporteur. Ensuite, après, je vais proposer des questions groupées. Alors, je vous demanderai de les noter pour les répondre globalement ensuite. Merci, Nicole. Monsieur Penet. Alors, sur le système plus inclusif, je comprends très bien le souci de se dire tout ça peut paraître un peu compliqué dans la tête des Français. Et il est vrai que quand on explique à un Français qu'une tempête n'est pas une catastrophe naturelle, il a tendance à me dire « Ah bon, bah, venez voir avec moi et je vous dirai si ce n'est pas une catastrophe naturelle ». Néanmoins, il faut bien comprendre que là-dedans, il y va aussi de l'engagement de l'État. Tout ce qui est en catastrophe naturelle engage l'État. Or, l'État a tendance à dire, là où le marché peut fonctionner seul, laissons-le fonctionner seul. Et en cela, je ne peux pas lui donner tort. Or, aujourd'hui, le risque tempête a ceci de particulier, c'est que c'est un risque, je vais rentrer un peu dans la technique, contrairement à l'inondation, la submersion marine, voire même la sécheresse, qui est extrêmement volatile et aléatoire, donc assurable, facilement assurable, si je puis dire. Donc, en gros, le risque tempête, hormis l'outre-mer, n'a pas besoin d'une garantie de l'État pour pouvoir fonctionner correctement. L'assurance et la réassurance de marché sont aujourd'hui capables de gérer ce risque. D'où l'exclusion de ce risque du régime CatNat, qui, je vous le rappelle, est là pour, théoriquement, ce que l'on appelle les risques inassurables. C'est la définition. Or, la tempête l'étant, il paraît logique économiquement qu'elle soit à l'extérieur. L'essentiel, c'est que la couverture soit obligatoire. Donc, vis-à-vis de l'assuré, c'est de dire que j'ai une inondation, que j'ai une tempête, que j'ai un glissement de terrain ou une sécheresse, tout ça est dans mon assurance. De toute façon, je suis assuré. Le fait de savoir s'il y en a un qui relève de la CatNat ou de la tempête, à la limite, c'est de la cuisine interne, j'ai envie de dire. Donc, moi, je serais assez... je comprends le Trésor, pour être très précis, puisque c'est eux, au fine qui sont les garants des sous de l'État.
lorsqu'ils souhaitent exclure ce qui peut être exclu du régime catastrophe naturelle, à partir du moment où les Français sont correctement protégés. C'est ça l'essentiel. Pour l'agricole, là, je dirais que les choses sont beaucoup plus compliquées, parce que l'agricole couvre des biens qui ne sont pas des biens matériels. Je précise que les bâtiments des agriculteurs et les matériels d'agriculteurs sont, eux, couverts par la CatNat, en tant que bâtiments. Mais si on parle des récoltes, on est sur des biens qui sont... c'est autre chose que de la reconstruction. C'est de l'indemnisation qui permet à l'agriculteur de redémarrer. On est dans une autre forme d'indemnisation. Donc, ça poserait pas mal de problèmes techniques d'inclure les pertes sur récolte dans le régime catastrophe naturelle. Donc, je comprends bien votre souci de simplification, mais il pose des problèmes ou économiques ou techniques qui sont compliqués à résoudre. Sur la redéfinition de ce que serait une catastrophe naturelle, ce que nous constatons dans nos chiffres, dans nos courbes, c'est que jusqu'il y a 10 ans, nous avons été dans un niveau d'indemnisation, alors très volatile, il y avait des bonnes années, des mauvaises années, mais globalement qui était relativement stable. Je mets à part la tempête Lothar et Martin de 99, qui a été alors quelque chose qui bouleverse toutes les statistiques, 7 milliards d'euros de dégâts, je rappelle, donc on est vraiment dans des sommets qu'on n'a jamais atteints depuis. Mais si je mets ça à part, qui n'est pas considéré comme un élément franchement lié, les spécialistes disent que ça n'est pas lié au changement climatique, que c'est un événement tout à fait exceptionnel qui peut arriver tous les 150 ou 200 ans en France. Mais voilà. Mais si je mets ça à part, nous étions dans quelque chose d'assez stable. Ce n'est que depuis 10 ans que nous constatons un palier dans les indemnisations que nous avons versées. Cette étude nous a montré que ce palier n'est pas strictement lié au changement climatique. Il est lié à un problème d'aménagement du territoire. Il est lié à un problème de croissance des richesses dans notre pays qui est plus rapide dans les zones vulnérables que dans les zones non vulnérables. Donc le même événement coûte plus cher, si je puis dire, parce qu'il y a des concentrations de richesses au bord des rivières, au bord des fleuves, au bord de mer, au bord des montagnes, qui sont les zones les plus vulnérables dans notre pays. Dans la croissance que nous constatons et dans celle que nous prévoyons dans le futur, 20 ou 25% de cette augmentation est liée à du changement climatique. Le reste, elle est liée soit à de la richesse qui s'accroît dans les zones vulnérables, soit à des problèmes d'aménagement du territoire. Nous ne sommes pas encore dans quelque chose qui est véritablement, parlant dans les chiffres. Je parle du changement climatique. Donc, la notion de qualification de l'événement n'est pas fondamentale dans l'enjeu actuel du régime CatNat et en tout cas du régime de dispositif d'assurance. Et je rappelle que cette évaluation de savoir si on a affaire ou pas à une CatNat ne relève pas des assureurs, mais relève d'une interministérielle avec des spécialistes qui, sur la base de statistiques, disent si oui ou non cet événement est une catastrophe naturelle au regard de ce que l'on appelle la période de retour. C'est-à-dire qu'ils estiment que si on est sur quelque chose qui dépasse la période de retour de 10, 20 ou 30 ans suivant le type d'événement, alors oui ou non, c'est une catastrophe naturelle. Mais là-dessus, nous ne sommes, nous, pas du tout concernés. Non, nous n'y siégeons pas. C'est la CCR qui y siège, qui est même le secrétariat. Mais sinon, ce sont 3 ministères qui sont concernés, plus des spécialistes du BRGM, de Météo France, etc. Merci. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Gisèle Jourda, qui a été la première à se manifester. Oui, monsieur le directeur, je ne reviendrai pas. Je suis donc sénatrice de l'Aude. Nous nous sommes rencontrés dans une période donc assez difficile, mais j'ai relevé justement entre cette réunion que nous avions eue en préfecture et les éléments que vous apportez donc en ce début d'après-midi, une évolution sur les modulations à apporter donc au régime, même si vous nous dites qu'il doit être que toiletté. En revanche, je ne reviendrai pas sur la problématique du relogement qui avait fait donc l'objet d'un questionnement et que vous avez donc évoqué tout à l'heure. Et non plus, je ne reviendrai pas non plus sur la franchise. En revanche, ce me semble, on n'a pas du tout évoqué la vétusté, surtout en matière donc d'équipement collectif pour en ce qui concerne les collectivités qui ont perdu des bâtiments publics, des écoles, etc.
Et on n'a pas du tout évoqué non plus pour les particuliers qui ont de grandes difficultés lorsqu'il y a donc des aléas climatiques tels que celui que nous avons subi, lorsque, en général, ce sont des familles à tout petits revenus, ils ont donc pris la couverture minimale pour leur véhicule. Et en cas de perte donc, du véhicule, ils sont incapables par la suite d'amener ou les enfants à l'école ou bien de pouvoir aller travailler. Et là, c'est la perte totale puisque le véhicule n'est pas récupérable et que donc il s'était simplement assuré en cas de dommage pour causer à un tiers. Donc voilà, ça me paraît être un éclairage donc à avoir. Vous avez évoqué donc le régime agricole. Et c'est vrai que ça pose un lourd questionnement, puisque bien souvent nous avons eu chez nous donc des vignerons qui ont été donc indemnisés pour la perte de leurs biens matériels, leur maison parce qu'ils étaient parfaitement assurés. Vous avez évoqué donc les pertes de récolte, mais il y a aussi tout ce qui concerne, donc vous avez dit que c'était couvert, mais par exemple nous on a quelqu'un qui a perdu des cuves qu'il a retrouvées à 17 km dans l'incapacité. Et j'ai compris que ce n'était pas totalement couvert par le régime. Voilà. Merci à vous. Merci. La parole est à Françoise Cartron. Je vais continuer un peu dans la lignée de ce que vient de dire ma collègue Gisèle Jourda. Alors moi, je suis élue de la Gironde et donc je voudrais aller un peu plus loin avec vous sur le problème de la viticulture. Parce que chaque fois que nous avons des aléas climatiques, nous constatons que très peu de viticulteurs sont assurés. Ils nous opposent le fait que c'est très coûteux, que donc c'est quelque chose qui leur apparaît inaccessible. Or, ils se retrouvent après avec une perte totale de récolte. Et donc, vous avez aussi évoqué qu'on pouvait évoluer et peut-être s'intéresser au volet prévention. Est-ce que dans les réflexions que vous menez, vous savez qu'en Gironde, par rapport au phénomène climatique et la grêle, il y a des possibilités et on propose parfois à des viticulteurs de s'équiper de matériel qui peut donc ou disperser, anticiper, dissuader par rapport à ce phénomène de la grêle. C'est aussi quelque chose de coûteux. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'il pourrait y avoir un accompagnement de prévention dans ces contrats d'assurance, puisque le contrat d'assurance tel qu'il est proposé pour couvrir tous les aléas leur apparaît excessif, mais on aurait peut-être un accompagnement dans la prévention. Merci. Patrick Chaise. Oui, merci. Moi, une question assez simple, mais qui est tout à fait pratico-pratique. Vous avez évoqué que le système CatNat donc, était l'extension des contrats d'assurance. Quid donc des biens qui ne sont pas assurables ? Je pense à un cas tout à fait concret qui a été vécu dans mon département. Un arbre tombe dans un cimetière, casse plusieurs concessions, rien n'est assuré. Comment peut-on donc trouver des solutions pour accompagner la collectivité sur des faits de ce type-là ? Alors c'est un exemple qui pourrait être décliné sur d'autres sujets. Monsieur Donis. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Élu azuréen, Alpes-Maritimes, proximité ayant vécu en direct d'ailleurs les inondations de octobre 2015, deux questions. La première, on constate encore qu'il y a des gens qui disent avoir des retards sur les indemnisations. Est-ce que vous pensez qu'il y a un travail particulier à faire par rapport à cela ? Quand je regarde une situation telle qu'elle est ressentie sur le terrain par certaines victimes et les statistiques qui nous sont données lors de l'audition, par exemple, du CCR, il y a un écart qui est pour nous, parlementaires et parfois élus locaux, incompréhensible. Représentation, réalité, amélioration possible en la matière. Deuxième question, si on regarde les biens non assurables et une évolution du caractère qui deviendrait de plus en plus des catastrophes qui ne seraient pas
en termes de catastrophe naturelle, mais parce qu'exceptionnelle, mais qui deviendrait quelque part la règle, comment pensez-vous que va pouvoir être délimité le périmètre de la catastrophe naturelle? Dit en d'autres termes, si la crue de Centenal devient décennale et quasiment annuelle, comment on va pouvoir mesurer et suivre cet événement et redéfinir le périmètre? Comment vous abordez cette question qui est pour nous, me semble-t-il, une des questions centrales que nous ayons à traiter sur l'anticipation de cela? Merci, Madame Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. J'aurais deux questions. Je voudrais évoquer une question que j'ai déjà posée lors de la dernière audition concernant la responsabilité des propriétaires, et vous venez de l'évoquer. Alors, si effectivement j'adhère à la nécessaire responsabilité des propriétaires, malgré tout, un grand nombre d'entre eux, soit ont fait construire à une période où il n'y avait pas cette obligation d'évaluation des risques, soit se sont portés acquéreurs d'un bien sans avoir connaissance des risques encourus. Alors comment peut-on évaluer à ce moment-là leur part de responsabilité? Et la deuxième question concerne donc la coopération avec Météo France, puisque la CCR travaille avec Météo France, mais au risque des prévisions que l'on fait, donc des risques climatiques qui doublerait d'ici 2050. Comment envisagez-vous de travailler avec Météo France pour évaluer cette progression des risques à assurer? Voilà, je vous remercie. Des biens assurés, pardon. Monsieur Husson. Hop là, pardon. Oui, je voulais simplement revenir sur un peu en complément de ce qu'a dit Patrick Chaise. Je pense qu'il y a un travail à faire sur les biens non assurables, en tous les cas aujourd'hui, qu'ils soient pour les particuliers comme, je dirais, pour les entreprises ou les collectivités. Et je pense qu'il y a un deuxième chantier, je voulais avoir votre point de vue, sur le champ d'application des garanties. Je m'explique, je pense qu'aujourd'hui, pour les particuliers comme pour les entreprises, il y a un certain nombre d'exclusions de garanties. C'est vrai également pour les collectivités. Vous avez des coulées de boue. Aujourd'hui, c'est l'État qui va, par exemple, indemniser une route défoncée, etc. Est-ce que ça vous paraît aujourd'hui, cet exemple ou bien d'autres, susceptibles de rentrer dans une extension de garantie et surtout faire en sorte qu'on ne soit pas dans de l'antisélection, c'est-à-dire qu'il faudrait que dans la réflexion, ce soit accessible au plus grand nombre pour qu'il y ait vraiment la communauté je dirais des assurés qui puissent souscrire. Sinon, on a le risque, c'est le cas du risque agricole, quand vous avez qu'un tiers des agriculteurs globalement qui s'assurent contre un risque, ça veut dire qu'il y a de l'antisélection. Et donc, ça veut quand même dire qu'il y a un problème de surface des biens assurables par rapport aux risques encourus. Merci, Monsieur Seguin. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur la partie agricole. On avait le fonds de calamité agricole anciennement. C'était un fonds qui était une deuxième petite sécurité sociale, puisqu'il n'y avait jamais d'argent suffisant pour indemniser les pertes réelles. Ce fonds pour les cultures céréalières et puis pour la viticulture ont été transformés en aléas climatiques et un risque assurable. Ma question, c'est est-ce que on va transformer cet aléa climatique sur lequel on a une vraie réflexion aujourd'hui en CatNat à l'avenir, ou est-ce qu'on va continuer de travailler sur ces aléas climatiques? Première question. La deuxième question, c'est, vous avez évoqué tout à l'heure les franchises. Le souci, c'est lorsqu'on a un deuxième sinistre, catastrophe naturelle, la franchise est doublée, voire triplée. Donc ça pose un vrai problème, notamment pour le commerçant dont vous parliez tout à l'heure. Et puis je voulais revenir aussi sur le délai de traitement des sinistres, parce que souvent on est dans l'attente des décrets, et puis ils sont relativement longs, et surtout quand c'est un sinistre sur de la sécheresse et sur des problèmes d'argile, ou c'est pas un sinistre sériel, où on a un cas particulier.
Et puis, voilà, le troisième point, le dernier, c'était, je voulais connaître votre sentiment sur l'évolution des risques et les phénomènes climatiques. À combien comment climatique, voilà, l'évolution des risques climatiques, comment vous voyez l'avenir? Merci, pardon. Daniel Grémillet. Oui, merci Président. Je vais prolonger un peu le propos de mon collègue Jean-François Husson. Effectivement, sur le dossier agricole, qui est un véritable sujet, mais qui peut déteindre sous l'ensemble des autres risques. Première question, à quel niveau de compétitivité on pourrait être si on le rendait obligatoire? Parce qu'effectivement, le gros problème aujourd'hui, c'est le 30%. Sachant qu'aujourd'hui, sur le fond des calamités, les agriculteurs, même ceux qui sont assurés, continuent de payer. Puisque vous savez qu'on paye sur chaque assurance, etc. Et qu'aujourd'hui, la parité du 1 pour 1 n'est plus respectée entre le financement privé et le financement public. Puisqu'on est même allé jusqu'à prendre une partie des réserves du fonds des calamités qui est partie sur le budget général. Deuxième question, dans le même prolongement, ça ne peut pas fonctionner dès lors que vous êtes, puisqu'on est sur 5 années, sur les 5 années on enlève la meilleure et la moins bonne, et dès lors que vous avez 2 sinistres, le niveau parfois de rendement assurable est tel que c'est même plus la peine de s'assurer puisqu'il est tellement bas, donc il y a un vrai problème de redéfinition effectivement de l'assurance. Et puis dernière question, ça concerne les pertes de fonds. Aujourd'hui, on assiste parfois à des terres la terre végétale a été complètement enlevée. Il ne reste plus que on l'a vu dans beaucoup de régions, c'est de plus en plus fréquent. Là aussi, savoir un peu. Alors, par le passé, le fonds du régime des calamités agricoles le prenait partiellement en compte, mais on voit bien qu'aujourd'hui, avec l'évolution des risques, que ce n'est plus adapté. Merci. Madame Perrault. Oui, merci. Je voulais vous parler d'urbanisation. Dans ma commune, nous avons des terres argileuses et, si vous voulez, les maisons étaient faites en pans de bois, ce qui permettait de laisser bouger la structure quand il y avait une forte sécheresse. Au jour d'aujourd'hui, les maisons sont en dur, donc on se retrouve avec des soucis énormes de fissures, enfin, de tas de choses qui ne sont pas vraiment faciles à supporter. Donc, suite à ça, j'ai fait faire un plan d'étude des sols, et ce qui nous a permis de connaître les veines argileuses. Et donc de changer complètement l'orientation, si vous voulez, de construction dans le village pour justement éviter ces veines argileuses. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de demander aux communes de réaliser ce genre d'études parce que vraiment ça sert? Et c'est vrai que c'est pas facile après parce que vous avez des terres qui deviennent non constructibles. Mais par contre, vous avez une sécurité qui s'installe sur l'ensemble du village et c'est pas une cartographie qui coûte très cher en plus, hein. Mais vraiment, c'est un très bon outil. Je pense que ça pourrait des fois servir. Dernier intervenant, Madame Bory. Ah, il y a le bouton. Oui, donc merci de me donner la parole. Oui, j'ai 3 types effectivement de questions. Une première, au niveau de l'assuré, il a été évoqué la multiplicité des risques effectivement de catastrophes naturelles. Dans ce contexte, je me posais la question de la possible radiation des assurés. Si ces catastrophes ont tendance à se multiplier, quelle est l'attitude des compagnies d'assurance? Est-ce qu'on reste dans ce critère à peu près au-delà de 3 fois, souvent dont on a entendu parler qu'au-delà de 3 fois, il y avait un risque de radiation? Donc j'aimerais avoir votre position là-dessus. Pour rebondir sur ce que ma collègue vient de dire sur le côté préventif.
Est-ce que justement les assurances incitent peut-être aussi à la prévention? Alors prévention, ça peut être des partenariats avec les collectivités. Le principe des veines argileuses me semble particulièrement intéressant, mais aussi en matière d'inondation. Est-ce que au niveau des particuliers, des entreprises aussi, vous les incitez peut-être à s'équiper pour se protéger? Est-ce qu'ont-ils des remises sur leurs cotisations ou une baisse de franchise si ils se sont équipés comme les PPRI l'indiquent, ou alors encore une fois partenariat avec les collectivités sur les zones inondables. Et dernier point, c'est au niveau de l'étranger, puisqu'il y a des notions différentes aussi de reconnaissance de catastrophes naturelles. Vous êtes assurément assureur dans les pays, ne serait-ce que limitrophes en Europe. Y a-t-il des différences aussi d'indemnisation? Et au-delà, à Dom-Tom, nous avons l'exemple de l'île Saint-Martin, où j'ai cru comprendre que selon si nous étions sur la partie française ou hollandaise, le type d'indemnisation était différent. Merci beaucoup. Alors, je dois faire le maître du temps, et ça c'est toujours très compliqué. Donc nous étions très très nombreux, donc il y a eu beaucoup de questions. Je vais vous laisser, Monsieur Penet, 10 petites minutes, pas plus. Et si éventuellement il n'y avait pas toutes les réponses que je vais vous demander, c'est de nous répondre par écrit. Voilà, merci, la parole est à vous. Bien, donc effectivement, à travers ces questions, il y a en fait des interrogations sur à la fois quelques faiblesses que pourrait avoir le régime et quelques améliorations qui pourraient être apportées. Très rapidement, Madame la sénatrice de l'Aude, sur les questions d'automobile, oui, il y a des véhicules, il y a 15% des véhicules en France qui ne s'assurent que au strict minimum, c'est-à-dire qui ont décidé de ne s'assurer que pour des dommages causés à des tiers, c'est-à-dire que tous les dommages que peut subir le propriétaire, il a décidé de ne pas s'assurer. Décidé de ne pas s'assurer. Quand je dis c'est une décision, j'ai un véhicule qui est très vieux, je décide que, ça ne vaut pas le coup de l'assurer en dommages. C'est un choix. La question est de savoir si l'assureur a bien prévenu l'assuré de la situation. Et ça, nous insistons beaucoup sur le rôle de conseil de l'assureur pour bien dire à la personne, attention, si vous vous assurez en RC seul, vous ne serez pas couvert si votre véhicule est emporté par une catnat. Après, on peut faire du geste commercial, on peut aller au-delà. Mais l'engagement, il est clair. Donc, nous ne faisons que conseiller aux assurés de s'assurer en dommages pour pouvoir être couverts en catastrophe naturelle. Mais ça a un prix. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire sur cette question. Sur la vétusté, c'est un vrai sujet. Je rappelle juste une chose. Lorsque des bâtiments sont détruits, nous indemnisons en valeur de reconstruction. C'est-à-dire que théoriquement, le prix de la reconstruction doit être couvert par l'assurance. Donc là-dessus, il n'y a pas de vétusté a priori, il n'y a pas de reste à charge. Là où il y a un reste à charge, c'est lorsque, par exemple, les tuiles d'un toit sont soit toutes neuves, soit très vieilles. Dois-je indemniser de la même façon les deux? Ou lorsque j'ai quelqu'un qui a un téléviseur qui a été totalement emmené, l'un qui venait d'être acheté, l'autre qui avait 8 ans. Est-ce que je dois indemniser de la même façon? C'est une vraie question. L'assurance n'est pas là pour enrichir, elle est supposée remettre la personne dans l'état où elle était avant l'accident. Et c'est un vrai casse-tête de savoir comment s'y prendre. Donc effectivement, les assureurs ont, dans un certain nombre de cas, décidé qu'ils rachetaient de la vétusté, c'est-à-dire pour certains, et notamment pour tout ce qui est électroménager, etc., dire, bon, allez, on redonne du à neuf, sauf s'il a plus de 8 ou 10 ans. Pour le reste, on tient compte d'une vétusté. Ça paraît difficile, ça paraît compliqué, ça paraît injuste, mais il y aurait de l'injustice dans l'autre sens aussi. Je me rappelle à Saint-Sornin, je donne cet exemple, parce qu'il y a eu, vous savez, un orage de grêle monstrueux, voilà, donc que vous connaissez bien. J'étais allé voir le maire de Saint-Sornin, dans le gymnase, j'avais discuté avec les sinistrés, qui évidemment, quelqu'un qui entretient son toit, qui l'a entretenu tout le temps, qui a investi dans son toit, qui voit son toit exploser, et l'autre personne qui a une toiture qu'il n'a jamais entretenue, qui était extrêmement vétuste, dois-je les indemniser de la même façon? C'est une question que je pose.
parce que j'estime qu'il y en a un qui a fait un effort de maintenance, un effort de prévention, et l'autre qui ne l'a pas fait. Alors, sur le coup, c'est absolument injuste, parce qu'ils sont voisins, et qu'il y en a un qui voit qu'il est mieux indemnisé que l'autre. Mais vous voyez le casse-tête dans lequel on peut se retrouver. Donc nous avons une ligne directrice, c'est on fait de la valeur à neuf lorsqu'il y a des biens qui le méritent, mais pour le reste, nous tenons compte de la vétusté au moment de l'indemnisation, et je sais que c'est parfois compliqué. En ce qui concerne la viticulture, je reviens donc sur la question de la grêle. Vous dites c'est très coûteux. Oui, le problème de la grêle est problématique dans notre pays. C'est d'ailleurs un sujet dont on ne parle pas beaucoup et dont on ne parle pas assez, à mon avis. Je trouve qu'il y a peu d'études sur les évolutions de couloirs de grêle dans notre pays et sur la violence. Moi, Madame Bonnefoy, ce que j'ai vu à Saint-Sornin est absolument hallucinant. On n'a jamais vu ça, enfin, des machins comme ça qui sont tombés pendant un quart d'heure. Bon. Et ça, ce sont des choses qu'il faudrait qu'on regarde. Il est vrai qu'aujourd'hui, et ça je peux vous le garantir parce que j'ai les comptes des assureurs, sur l'assurance récolte, viticulture, que ce soit en grêle ou que ce soit en sécheresse ou que ce soit en excès d'eau, je peux vous garantir que les assureurs perdent beaucoup d'argent. À un tel point d'ailleurs que ça nous inquiète, parce qu'il y a des assureurs qui se retirent, qui jettent l'éponge. Bon. Donc ça a un prix, ce risque-là. La question est de savoir comment payer ce prix. Mais ça a un prix. Je veux dire, nous ne sommes que le baromètre d'un risque à travers le prix de l'assurance. Ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas... Alors je sais bien que des fois, on secoue le baromètre en disant c'est pas normal, et on essaye même de casser le baromètre. Parce que... Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, effectivement, la grêle, mais pas seulement la grêle, la sécheresse, sont deux périls sur lesquels l'agriculture va devoir s'adapter. Et va devoir s'adapter soit en tenant compte dans leur prix de vente du risque climat dont ils doivent se protéger à travers l'assurance, soit en adaptant leur culture à la réalité des choses. Les préventions grêle où je fais fuir les nuages à travers des pétards, ça, j'y ai jamais cru. Je vous le dis franchement. Voilà, on m'a fait des démonstrations, j'ai absolument pas été convaincu. Voilà, alors peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai un esprit qui n'est pas scientifique, mais je n'y ai absolument jamais cru. Par contre, la protection à travers des filets anti-grêle, oui, mais ça coûte le prix que ça coûte. Hein, c'est évident. Monsieur, vous me parliez du retard sur les interventions dans les Alpes-Maritimes. Nous suivons au sein de la FFA les ABAC en matière de rythme d'indemnisation. Il y a toujours un écart entre nos chiffres et la réceptivité, parce que, je vous le dis franchement, on parle toujours des trains qui arrivent en retard, on ne parle pas de ceux qui arrivent à l'heure, et on sait bien que lorsqu'il y a des retards, effectivement, cela se voit. Nous sommes très, très focalisés au sein de la profession pour accélérer les processus d'indemnisation. Ce qui passe par, 1, accélération des processus d'expertise, parce que c'est ça parfois qui retarde. 2, capacité locale en matière de bâtiments pour pouvoir réparer, parce que c'est aussi parfois ça qui bloque. C'est-à-dire que vous avez tout d'un coup un appel d'air chez les artisans. À Saint-Sornin, c'était le cas. Les couvreurs étaient débordés. Donc, et troisièmement, si aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes il y a encore des dossiers non réglés, je suis absolument sûr que c'est parce qu'il y a eu un litige. C'est parce que l'assuré n'a pas accepté la proposition que lui a fait l'assureur, ce qui est tout à fait son droit. Donc il fait appel d'abord à un expert d'assuré, puis il va éventuellement en justice, puis etc. etc. Moi, je veux dire, on respecte les droits des assurés là-dessus. Mais effectivement, ça retarde le processus. Mais nous considérons que sur les Alpes-Maritimes, tous les dossiers non litigieux ont été réglés, Dieu merci. Et nous surveillons les mêmes ABAC en ce moment sur l'Aude et sur Irma, et maintenant sur les Gilets jaunes, et sur Trévise, et sur la rue Erlanger, etc. Sur les biens non assurables, il y a un principe qui est de dire les infrastructures qui appartiennent soit à la région, soit à l'État, et les ouvrages d'art ne sont pas assurables, ne sont pas assurés. L'État, la région, ils sont propres assureurs. C'est un choix. Donc, s'ils veulent s'assurer, très bien, qu'ils s'assurent, et nous les assurerons. Mais c'est un choix qui est fait. Alors, on sait qu'il y a des communes aujourd'hui qui décident d'assurer, par exemple, des biens communaux ou au contraire de les garder. Il en va de même pour un cimetière. Un cimetière est assurable, mais il faut souscrire une assurance pour ça. Et elle sera du coup couverte en catastrophe naturelle. Mais le choix est fait de ne pas le faire.
Et c'est là-dessus, heureusement, la liberté de s'assurer ou de ne pas s'assurer est encore... Mais je connais des cimetières qui sont assurés. En tout cas, nous en avons indemnisé. Oui, tout à fait. Mais vous avez des sociétés comme la SMAC, comme Groupama, pour ne pas faire de la publicité, qui peuvent assurer ce genre de biens. En ce qui concerne la question des terres argileuses, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a là-dessus, en France, un outil très, très efficace qui s'appelle le plan de prévention du risque sécheresse. Le plan de prévention du risque sécheresse consiste tout simplement à faire exactement ce que vous avez fait, c'est-à-dire à tenir compte dans le PLU, dans les permis de construire, de la réelle situation du sous-sol. Vous avez aujourd'hui des cartographies du BRGM qui permettent d'avoir une vision relativement macro des zones vulnérables en terre argileuse en France, mais elles ne sont pas suffisamment fines pour pouvoir aller jusqu'à dire ici je construis, ici je ne construis pas. Là, il faut faire des études de sous-sol. Exactement. Et ça, c'est ce que prévoient de faire les plans de prévention des risques sécheresse. Il n'y en a malheureusement pas assez, je trouve, effectivement, dans notre pays. Mais c'est un élément qui, je dirais, relève de la responsabilité d'une commune de mettre en place un plan et de pouvoir d'ailleurs bénéficier d'un certain nombre d'aides du financement du fonds Barnier ou d'autres pour pouvoir mener à bien, ce type d'études qui sont effectivement très, très efficaces. Je regarde parce que j'ai dû sauter une page dans mes questions. Ah oui, les voilà. La responsabilité des propriétaires. Oui, pas d'évaluation, pas d'information. Vous avez raison, madame. Lorsqu'il y a un plan de prévention qui est postérieur à la construction, doit-on en vouloir au propriétaire qui, lui, avait construit cela avant qu'on constate la réalité des choses? C'est une vraie question que vous posez là. Et là-dessus, j'en viens un peu à ce que nous aimerions que soit l'orientation d'un outil qui s'appelle le fonds Barnier. Le fonds Barnier est un outil de financement de la prévention qui est le pivot, finalement, du financement de la prévention contre les aléas naturels dans notre pays. Nous aimerions que le fonds Barnier soit davantage orienté, pas complètement, mais davantage, sur ce type de problématique, c'est-à-dire une problématique individuelle, une maison qui nous paraît être inhabitable, ou en tout cas qui doit être, dont le terrain doit être rendu à la nature. Donc, expropriation de la personne. Mais expropriation dans des situations correctes. Il ne s'agit pas mais il s'agit de dire à cette personne, voilà, vous êtes sur une zone qui, aujourd'hui, ne peut plus être habitée. Ne peut plus être habitée. Sur l'Aude, nous avons, avec le préfet, je sais qu'il est en train de travailler sur une liste de biens dont il estime que ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible parce que c'est trop dangereux pour les personnes et la récurrence de ce type d'événement. Et nous aimerions que le fonds Barnier puisse davantage orienter son activité sur ce pick and choose, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sur de la politique très ponctuelle d'expropriation ou de protection à travers des matériaux qui permettent d'absorber ou de faire passer l'eau sans dégâts apparents, ce qui coûte de l'argent aussi. Voilà. Et que la question des politiques générales de prévention contre les aléas naturels, à notre avis, relève plus d'une politique publique que d'un fonds Barnier. Je rappelle que le fonds Barnier est alimenté non pas par des taxes, mais par une contribution des assurés. Donc, pour nous, son action doit être directement liée aux intérêts des assurés à travers le régime d'assurance catastrophe naturelle. Je vous interromps, Monsieur le Président, une seconde. Le fonds Barnier, simplement un mot. Il a été prélevé systématiquement par tous les gouvernements et en plus maintenant, il est plafonné. On s'est battu ici pour que notamment l'indemnisation pour le signal puisse être opérée à partir du fonds Barnier. Alors c'est vrai qu'on nous dit c'est prévisible puisque c'est de l'érosion, c'est pas tout à fait la même logique que celle qu'on a défendue aujourd'hui. Mais il n'empêche que, enfin, en ce qui nous concerne, il y a quelques-uns ici à penser exactement comme ça, comme vous. Voilà. Tant mieux. Merci.
On va continuer. Comment on le fait évoluer? Il y a... C'est la question. Ah ben, nous demandons à ce qu'il y ait une évolution, d'abord dans la gouvernance du fonds Barnier, parce que nous estimons que la gouvernance est beaucoup trop, excusez-moi, à la main. Enfin, nous faisons partie du conseil de gestion du fonds Barnier, mais pour être très clair, c'est une caisse d'enregistrement de ce que décide le ministère de l'Environnement. Et nous aimerions qu'il y ait une gouvernance un peu plus collective et que nous puissions, nous, par exemple, assureurs, avoir des propositions en matière de expropriation ou en matière de financement. Parce que nous sommes sur le terrain. Au moment où on indemnise, on voit ce qui se passe. Et on voit là où les choses... On voit les biens qu'on indemnise pour la 3e ou 4e fois en 5 ans. Et donc, on pense qu'on a aussi une vision et qu'on peut apporter quelque chose dans l'action du fonds Barnier. Il va rester très peu de temps, Monsieur le Président. Bon, bah écoutez, il y avait la question, c'était quoi, sur les collectivités particulières? Non, je voulais répondre à la dernière question. Oui, la radiation des assurés. Juste pour rappeler que la catastrophe naturelle est une extension obligatoire et que les assureurs sont tenus d'assurer des biens, obligés d'assurer des biens. Pardon? Autant de fois qu'il sera nécessaire. Tant que le bien n'est pas en infraction, nous sommes obligés d'assurer. Alors, comment ça se passe exactement? Si jamais un assureur a le droit de refuser un risque, on est d'accord. Mais dès lors qu'un assuré a reçu 2 refus d'assurance à cause de son exposition aux catastrophes naturelles, il saisit un organisme qui s'appelle le Bureau central de tarification, qui analyse le risque et qui impose ce risque à un assureur. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On a la même chose en automobile, on a la même chose en assurance construction, on a la même chose en assurance médicale. S'il est inondé 3 fois, il peut être radié par sa compagnie. Ah, il existe en France une liberté totale de l'assureur de souscrire et de radier. Ça, c'est un principe général. C'est un principe général auquel nous tenons beaucoup parce que nous pensons que c'est un équilibre qui permet d'assurer, je dirais, l'intérêt de la communauté des assurés. Tant qu'il y a une concurrence suffisante dans ce pays, entre assureurs, aujourd'hui, je crois qu'il est rare de ne pas trouver un assureur. Si jamais vous n'êtes plus assuré en habitation par votre assureur parce qu'il vous a payé 4 sinistres de suite, vous n'aurez aucun mal à trouver un autre assureur pour vous assurer parce qu'il y a suffisamment de concurrence dans le pays, heureusement. Mais si jamais vous êtes refusé par 2 ou 3 assureurs parce que vous êtes vraiment sur une exposition qui fait qu'aucun assureur ne veut vous assurer, vous avez le dernier recours qui est celui du Bureau central de tarification qui imposera votre risque à un assureur. Sur la question, et je terminerai par là, de l'incitation ou pas à la prévention. Il y a un point sur lequel nous avons une demande particulière, et je tiens à le dire, dans la réforme ou la réactualisation du régime des catastrophes naturelles. Peut-être que, je ne sais pas si cette mesure va plaire à cette assistance, autant nous sommes partisans du maintien de la solidarité du régime. En ce qui concerne tout le monde au même tarif, tout le monde doit être assuré de manière universelle et dans les mêmes conditions. Il n'y a qu'un seul cas où nous demandons une liberté de fixation de franchise, c'est les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises de plus de 20 millions d'euros. Pourquoi? Parce que nous estimons que ces entreprises ont les moyens d'agir sur leur propre prévention. Et donc, nous souhaitons, nous assureurs, pouvoir entrer en discussion avec ces entreprises sur le thème « si tu ne, je prends un exemple, remontes pas tout ton système informatique qui est aujourd'hui en zone inondable et si tu ne le mets pas au premier étage, alors je te mets une franchise de 10 000, 20 000 ou 50 000 euros. Par contre, si tu le fais, je te baisse la franchise à 380 euros. Il me semble que c'est un débat sain qu'on peut avoir avec des grandes entreprises, parce qu'elles ont les moyens de se protéger elles-mêmes. Et il y a un autre secteur sur lequel nous souhaitons également avoir la liberté de fixation de franchise, c'est les collectivités locales, quelle que soit leur taille. C'est-à-dire que nous estimons qu'une collectivité locale a aussi les moyens de protéger ses propres biens, et nous pensons qu'il y a une certaine exemplarité de la part des collectivités locales en matière de prévention. Donc c'est les 2 seuls cas où nous demandons à bénéficier d'une liberté de fixation de franchise. Pas de tarif, le tarif sera toujours
fixés par la loi, mais de fixation de franchise. Nous demandons là une liberté. Pour les autres, je vais prendre un exemple très clair qui nous incite à garder le principe de la solidarité. Une prime habitation vaut 220 € en moyenne. La part catastrophe naturelle là-dedans, c'est 20 €. Est-ce que, parce que je vais faire payer au lieu de 20 €, 30 € ou 50 € par an la catastrophe naturelle, je vais changer quelque chose chez la personne que j'assure? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et il y a un deuxième point qu'à mon avis, il faut avoir en tête, c'est que la prévention contre les aléas naturels est, à notre avis, plus une question collective qu'individuelle. Ça touche au plan de prévention, ça touche au permis de construire, plus qu'à l'attitude personnelle de moi qui habite telle maison. Je ne sais pas si je m'explique. Autant, lorsque j'assure une usine et que je lui dis si tu ne mets pas là un mur par feu, si tu ne mets pas là des sprinklers, je t'assurerai un prix très élevé parce qu'il a les moyens de se protéger contre ça. Autant un particulier qui a une maison dans une zone inondable, en quoi peut-il lui-même agir, si ce n'est de partir? Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il nous semble que cette idée de moduler le tarif auprès des particuliers pour l'inciter à se protéger n'aura pas énormément d'incidence, sauf, je le répète, pour les collectivités territoriales et les grandes entreprises. Voilà, c'est la proposition que nous faisons. Très bien. Écoutez, il me reste à vous remercier, Monsieur Penet, ainsi que toute votre équipe. Donc, on a pris un petit peu de retard, donc on vous remercie chaleureusement. S'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas répondu, on souhaite évidemment que vous puissiez nous répondre par écrit. Et autrement, je crois que vous avez eu un questionnaire. Si toutes les questions n'ont pas été abordées, on vous demande également de bien vouloir nous le restituer. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne fin d'après-midi.